Délos, cette île minuscule d'un peu plus de 3 km², aride, désertée depuis des temps immémoriaux et paraissant perdue au milieu de la mer Égée, fut l'une des plus importantes cités de l'Antiquité grecque. Si Délos est l'une des plus petites îles des Cyclades, elle en constitue néanmoins le centre. Le nom de Cyclades vient d'ailleurs de la position des îles en cercle autour de Délos. Cette île fut le cœur battant de toute la mer Égée, tant sur le plan religieux que plus tard commercial. Berceau du dieu Apollon, l'île connut à l'époque hellénistique un développement fulgurant, qui eut pour conséquence d'attirer des populations des 4 coins de la Méditerranée. Ce cosmopolitisme original dans le paysage grec de l'époque ne fut pas toujours profitable à la communauté insulaire. Quel a été le sort des habitants de l'île dans ce développement contrôlé par des puissances extérieures? Comment des civilisations si différentes ont-elles pu cohabiter, faisant conjuguer leurs dieux et leurs cultures au sein de cet espace géographique si peu engageant? C'est pour répondre à ces questions que nous entreprenons ce séjour insulaire. Par quel miracle ces grandes puissances ont-elles débarqué sur cette langue de terre balayée par l'écume, pourvue de sommaires installations portuaires? Mais surtout, comment l'île de Délos est-elle passée d'un des plus importants centres religieux de Grèce à une place commerciale internationale regroupant tous les peuples méditerranéens? Les premières manifestations d'un culte à Délos remontent au IXe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un hymne homérique à Apollon qui marque définitivement l'île du Sceau mythologique. Ce poème du VIe siècle relate les tourments de Leto, qui, enceinte de Zeus, cherche un endroit où donner naissance à Apollon et Artémis. Errant d'île en île pour échapper à la colère d'Héra, épouse de Zeus, Leto convainc Délos de la laisser accoucher en son sein. En acceptant, l'île aurait ainsi droit à la postérité. C'est donc cet épisode mythologique qui propulsa Délos sur le devant de la scène, en la dotant d'un des plus grands sanctuaires de la Grèce antique dédié à Apollon. La gestion d'un tel lieu attirait bien des convoitises. L'île fut donc ballottée tout au long d'une histoire chargée entre les différentes cités-États du monde grec qui en détenaient l'hégémonie au détriment de la population délienne. Le peuplement définitif des Déliens de l'époque historique commence vers le IXe siècle. D'où viennent-ils, ceux qui vont former la cité des Déliens? Des îles avoisinantes. Il y avait un peuplement dans les grandes îles, Naxos, Paros, et puis en fonction, sans doute, d'un développement démographique, on s'établit à Délos. C'est assez intéressant parce que, au 7e siècle, il y a un besoin d'identification. Les Cyclades, c'est le monde ionien. Et Délos va devenir le centre de rencontre
de ces Ioniens des îles. Hein. Île Cyclade, par étymologie c'est Kuklos, hein, c'est le cercle. Alors les dominations vont ensuite se succéder. Ce sont les Naxiens qui d'abord sont les premiers à s'installer dans le sanctuaire et à y laisser le fameux kouros des Naxiens. C'était un truc faramineux. Il faisait 9 mètres de haut, sa tête dépassait du temple qui était à côté. C'était un véritable phare. Hein. C'était pour... bon, on le voyait certainement de très loin, j'allais dire même de partout. Il manifestait la présence naxienne à Délos. Délos connaît donc une première période de prospérité à la fin du 7e siècle, sous l'hégémonie de l'île de Naxos, grande productrice de marbre. Il s'y développe alors une architecture et un art de la grande sculpture en marbre. Les nombreux vestiges découverts sur l'île en témoignent. Jouxtant le fameux colosse d'Apollon, dont il ne demeure que le torse et une partie du bassin, se trouvait l'Oikos des Naxiens, le premier temple d'Apollon dont parle l'hymne homérique. Une autre construction majeure, également en marbre de Naxos, est la terrasse des Lions, formant une allée dans le sanctuaire de Leto. Parmi les traits originaux de cette architecture initiale figurent les bâtiments datant du VIe siècle, dont les murs sont décorés de nids d'abeilles. La Stoa des Naxiens en est un exemple. C'est d'ailleurs devant ce portique qu'a été retrouvée la base du palmier en bronze, l'arbre symbolisant l'Apollon des Liens. Il abritait aussi probablement un vieil autel fait de cornes qui marquait le centre de l'aire sacrée. Au 5e siècle, après la victoire des Grecs sur les Perses, Athènes choisit l'île d'Apollon comme centre d'une confédération de cités grecques, connue sous le nom de Ligue de Délos. Dès lors, le sanctuaire d'Apollon et le trésor de la Ligue sont gérés par des magistrats athéniens installés à Délos jusqu'en 454, date à laquelle le trésor est transféré à Athènes, sur l'Acropole, et sert à financer des grandes constructions comme le Parthénon. La guerre du Péloponnèse entraîne un durcissement de la politique athénienne. Les premières répercussions se feront sur la communauté locale, puisqu'il sera ordonné aux Déliens de naître et de mourir sur l'île voisine, Rhénée. En 422 avant Jésus-Christ, les Athéniens ont essayé d'exiler les habitants de l'île parce qu'ils devenaient trop dérangeants pour leur pouvoir. Ils voulaient récupérer la gestion du sanctuaire. En voulant justifier la raison de l'exil, ils ont prétendu que les Déliens n'étaient pas assez purs pour servir le dieu et ainsi ils ont procédé à une purification de l'île. Ils ont ouvert toutes les tombes et ont transporté toutes les sépultures à Rhénée. Après, ils ont décrété que personne n'avait le droit de naître et de mourir sur l'île. Nous disons ça un jour d'été, mais nous devons imaginer la douleur des Déliens, qui voyaient les esclaves des Athéniens, sous un ciel hivernal, ouvrir les tombes de leurs parents et jeter leurs os dans une barque qui allait les transporter en face. Au cœur du sanctuaire, en grande partie d'origine athénienne, se dressent 3 temples dédiés à Apollon. Le plus imposant d'entre eux, le temple des Déliens, est aussi le plus important car il témoigne des grandes phases de l'histoire délienne. Sa construction, entreprise au moment même où Délos fut désigné pour abriter la Ligue, fut interrompue lorsque le trésor fut transféré à Athènes, avant d'être achevé par les Déliens durant leur indépendance
à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais le bâtiment le plus original du sanctuaire est sans aucun doute celui qui fut édifié au IVe siècle par le fondateur d'une nouvelle confédération, celle des Nésiotes, qui regroupait les résidents des Cyclades. Il est original par sa forme et surtout par sa fonction, puisqu'on s'accorde à dire qu'il servait d'abri au navire amiral commandé par Démétrios Poliorcète à la suite de sa victoire à Salamine de Chypre en 306. C'était chose connue de consacrer un navire à Apollon et de l'entreposer dans un bâtiment commémoratif, le Néorion. L'art de la guerre en Grèce était autant naval que terrestre. Les trières étaient la terreur des mers. Cette galère de combat antique est un navire équipé d'une voile dans lequel prenaient place 170 rameurs, étagés sur 3 rangs, d'où son nom de trière. Légère et agile, la trière permettait le développement de la manœuvre d'éperonnage, grâce au rostre de bronze monté sur sa proue, technique qui modifia sensiblement l'art de la bataille navale. Les trières apparaissent en Ionie et deviennent les navires de guerre dominants en Méditerranée, du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Son efficacité lui vaudra d'être réutilisée bien plus tard par les Romains. De 288 à 246, la Confédération des Nésiotes obéit à différents pouvoirs, dont celui des Lagides, à qui l'on doit le théâtre et la citerne. L'hégémonie rhodienne, sous la coupe des rois de Macédoine, construit quant à elle 2 grands portiques, celui d'Antigone Gonatas et celui de Philippe V. De leur côté, les Déliens ont commencé à aménager une agora. Si l'histoire de Délos est complexe, la compréhension du site dans sa globalité l'est encore plus. Pour pallier au manque de lisibilité des vestiges, l'équipe de l'école française d'Athènes, dirigée par Jean-Charles Moretti, s'applique depuis quelques années à établir un atlas archéologique du site. Quelle en est la fonction ? Un atlas archéologique, ça sert à faire le point à la fois sur la topographie du lieu et sur les vestiges. Un site archéologique a ce site comparable avec une ville antique, que sa configuration se modifie régulièrement. Apparaissent des nouveaux monuments suite aux fouilles, il y a des monuments qui sont restaurés, il y en a d'autres aussi malheureusement qui se dégradent. Donc c'est utile régulièrement de faire le point, de faire un état des lieux. Alors au XIXe, les relevés étaient faits par un théodolite tout à fait simple, c'est-à-dire qu'on mesurait des angles, ce qui permet de connaître des distances. Maintenant, on travaille pour le plan de l'île par photogrammétrie aérienne, ce qui permet d'avoir un modèle numérique de terrain, donc un modèle 3D de l'île entière. Et pour ce qui est des vestiges, on les relève soit avec un théodolite à infrarouge, donc qui calcule directement les distances, soit par un GPS, et même un GPS différentiel, ce qui nous permet d'avoir une précision de l'ordre du centimètre, ce qui est tout à fait suffisant pour le type de relevé qu'on fait au 200e. Si le site a subi l'usure du temps, il a également été l'objet de bouleversements historiques qui ont considérablement modifié le paysage délien. Ainsi, les ruines que l'on voit aujourd'hui remontent pour la plupart à un tournant historique exceptionnel que les archéologues situent entre le IIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Que s'est-il produit ?
En fait, ce qui se passe, et ça c'est très important, c'est qu'au milieu du second siècle avant Jésus-Christ, il y a une totale redistribution des cartes au niveau méditerranéen, avec deux événements clés que l'on connaît et qui ont leurs conséquences à Délos même, c'est la destruction de Carthage, la destruction de Corinthe, et même, allons au-delà, la destruction de Beyrouth, très peu d'années après. Hein. Vous avez les trois clés économiques de la Méditerranée qui sont détruites. Et à partir de ce moment-là, Délos va devenir un réel centre économique où se retrouve une population bigarrée, où l'on a à la fois des Orientaux venus du Proche-Orient, des Athéniens, et il y a des Romains. Quant au paysage religieux de l'île, à l'époque hellénistique, c'est fantastique. Hein. Sur cette île qui fait 3,5 km sur 1,5 km, vous avez 100 sanctuaires. Sur la terrasse des divinités étrangères se dressent les sanctuaires des communautés syriennes et égyptiennes. Archéologiquement, les divinités égyptiennes tiennent une place particulièrement importante. Elles avaient à Délos 3 sanctuaires, dans lesquels ont été découvertes plus de 200 inscriptions d'un intérêt considérable pour la connaissance des cultes égyptiens dans le monde hellénistique. Appelés Sarapéion en l'honneur de la divinité égyptienne principale Sarapis, les sanctuaires égyptiens faisaient aussi place à d'autres divinités plus anciennes. En effet, dominant tout le site, se dresse le temple d'Isis, dans lequel est conservée une grande statue offerte par les Athéniens. Au nord-ouest de la terrasse des Lions, on trouve l'établissement des Poséidoniastes, centre de l'association des marchands de Beyrouth qui adoraient Poséidon. La communauté juive éleva pour sa part une synagogue, la plus ancienne connue dans le monde grec. Les Romains, quant à eux, créèrent leurs propres espaces de réunion en 2 points de l'île. L'agora des Compétaliastes, en bordure du rivage et au débouché de la voie sacrée, et l'agora des Italiens, à proximité du cœur du sanctuaire. Soucieux d'imprimer leur marque dans le paysage urbain de Délos, les nouveaux venus n'hésitaient pas à s'approprier les terrains sacrés et les espaces publics. Et pourtant, c'est pas Pompéi, hein, Délos. C'est les seconds couteaux qui sont à Délos, hein, mais c'est les représentants des grandes firmes. Qu'est-ce qu'ils font à Délos? Ils trafiquent. À partir d'une certaine date, la gestion de Délos est en fait aux mains d'une communauté qui comporte les Romains, les commerçants, les anthropovitaires et les armateurs. Hein, c'est cela, la communauté délienne. Si l'essor commercial de Délos est avéré, qu'en est-il des installations liées à cette activité? Tout d'abord, on trouve des entrepôts, comme l'établissement de la Pointe des Pilastres. Des boutiques, la grande place commerciale qu'était Délos n'en manquait pas. Répartis sur l'île selon leur spécialité, on en trouve sur le port, aux abords du sanctuaire, et dans des quartiers d'habitation où se trouvaient également certains ateliers. Si l'on revient sur la médiocrité des installations portuaires ou marchandes de Délos, il faut supposer que les activités bancaires jouaient un grand rôle dans les échanges. Leur ampleur n'est pas toujours synonyme d'entrepôts gigantesques.
Dans le cadre de cette recomposition économico-politique du monde méditerranéen au milieu du second siècle, Délos sert de bourse. C'est une sorte de bourse internationale où ces communautés se rencontrent. Je ne pense pas qu'il faille se représenter Délos comme un véritable entrepôt. On a trouvé des entrepôts, mais tout nous prouve que tout est à la mesure d'une petite cité, mais que rien ne prouve que Délos, si vous voulez, était un entrepôt à l'échelle de la Méditerranée. C'est un lieu de rencontre et fonctionnant, à mon avis, un petit peu comme une city ou comme une bourse. Cette période de prospérité étonnante, durant laquelle le paysage délien fut profondément modifié, a par ailleurs vu l'habitat se transformer dès la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée de toutes ces communautés. Si les lieux de culte des différents peuples attestent de leur présence sur l'île, les marques d'appartenance étrangères au sein des habitations sont beaucoup plus rares. La plus célèbre de ces marques se trouve dans la maison des dauphins. La mosaïque de l'entrée représente en effet un signe de Tanit, symbole de protection dans la religion phénicienne. Les autres mosaïques retrouvées en grand nombre sur l'île appartiennent à un répertoire purement grec. Toutes ces communautés habitaient donc des maisons de type grec, organisées autour d'une cour, en général peu ouverte sur l'extérieur et s'élevant sur un ou plusieurs étages. On note seulement quelques tentatives intéressantes pour ouvrir plus largement les façades. Par les fenêtres de la maison en forme de tour, dans l'îlot des comédiens, les habitants pouvaient profiter du paysage. Les aménagements intérieurs dépendent de la richesse du propriétaire. On retrouve dans les demeures nobles des péristyles de marbre, de belles mosaïques et des revêtements muraux peints avec des représentations figurées. La caractéristique principale de la maison délienne est la cour ouverte, l'atrium, qui a un péristyle qui fait de l'ombre pour les autres chambres. Dans le centre de l'atrium, il y a toujours une citerne, avec un sol en mosaïque. En sous-sol, la citerne permet de collecter l'eau de pluie, qui est puisée par deux puits. L'eau du premier puits était liée directement à la citerne, afin d'obtenir l'eau d'usage quotidien, alors que l'autre avait un filtre de pierre poreuse, afin d'obtenir de l'eau potable. La maison délienne se distingue moins par son architecture que par son mobilier et notamment par ses sculptures. Leurs propriétaires n'hésitaient pas à passer commande de copies d'œuvres célèbres, comme le Diadumène de Polyclète, ou de fresques au goût du jour faisant la part belle à l'érotisme. Plus rare et fait unique en Grèce à l'époque, les riches propriétaires, grecs ou romains, installaient dans leurs demeures des statues portraits. Le milieu délien semble propice à ce genre d'expérience, où s'amalgament en une synthèse originale des traditions propres aux différentes communautés. Mais d'où provient cette singulière habitude? Les maisons elles-mêmes constituent un témoignage de la psychologie des habitants. Ce qui prouve qu'ils essayaient d'avoir une reconnaissance sociale en dépensant leur argent d'une manière exagérée, sans arriver bien sûr aux exagérations de la décoration des maisons de Pompéi. Nous ne verrons pas des chambres peintes en rouge ou en noir, comme à Pompéi, où il serait terrible de vivre. Au contraire, les objets domestiques dont vous pouvez voir des exemples au musée et leurs statues portraits qui trônaient dans un point central de la maison, afin que tous les visiteurs ou les passants puissent les voir, sont des preuves de leur façon de vivre.
Les propriétaires essayaient d'adopter le mode de vie grec, sans le comprendre absolument, et ils imitaient la classe aristocratique dans leur effort de monter les échelles de la société. Si ce souci de réussite commerciale, tourné résolument vers l'extérieur, fit la gloire de l'île, elle causa également sa perte. Lors de la guerre entre Rome et Mithridate, Délos, influencé par les Italiens, adopta une politique indépendante, à l'opposé d'Athènes, qui prit fait et cause pour Mithridate. Par deux fois, à l'automne 88 et en 69, les troupes de Mithridate saccagèrent l'île. Ces actes de piraterie et la concurrence croissante des ports italiens entraînèrent le départ progressif des habitants de l'île, qui cessa d'être un relais dans le trafic commercial méditerranéen. Délos succomba par là où elle avait péché, c'est-à-dire par orgueil.